Bonjour à tous et bienvenue dans le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Vous le savez, on suit ces élections de cette 9e circonscription des Français de l'étranger et notre invité aujourd'hui, c'est Karim Benchir. Bonjour. Bonjour, André Benoît. Vous êtes le candidat NUPES, la gauche enfin rassemblée, et sur cette circonscription peut-être pour la première fois un candidat député, peut-être vous, dans quelques jours, puisque c'est la 3e élection pour les Français de l'étranger dans cette 9e circonscription. On va parler de votre programme, bien entendu. D'abord, première question, comment vous avez fait pour obtenir l'obtention NUPES ? Vous savez, cette candidature, moi, je l'ai préparée depuis très longtemps, avec un certain nombre de militants de terrain, avec un certain nombre d'associations sur le terrain. Ça fait 1 an et demi que j'ai dit que je prendrais une année, cette année d'ailleurs, pour être aux législatives. Et donc la première chose que j'ai faite il y a 6 mois, c'était aller sur le terrain. J'ai fait 7 pays, 22 villes, certaines plusieurs fois, pour aller voir les militants, pour aller à la rencontre des électeurs, pour aller voir les associations, vous savez, qui travaillent sur les Français de l'étranger, avec des éléments de programme. Et on a construit ensemble une union pendant 6 mois. Et effectivement, on était un petit peu l'exception. Vous savez, au final, dès le début de l'année, il y avait une union qui s'était faite ici entre tous les militants, les élus locaux, surtout les élus consulaires, qui sont les élus locaux de gauche de la 9e circonscription. On s'était tous unis et on a porté donc cette union. Et après, effectivement, quand il y a eu cette grande nouvelle de la NUPES, donc cette alliance des partis de gauche et de l'écologie, quand ils ont vu ce qui s'était passé sur la 9e, ils ont validé et ça a été un plaisir, effectivement, une reconnaissance pour nous tous à la base. Alors Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ici au Maroc, 40% des suffrages, 3 points devant Emmanuel Macron. Comment vous sentez cette élection ? Est-ce que vous êtes pour vous le candidat favori ou rien n'est gagné à l'avance ? Écoutez, je suis surtout celui qui pense que c'est aux électeurs de choisir. Mais avec, vous le savez, une particularité pour ces élections des Français de l'étranger, c'est qu'il y a peu d'électeurs et peu de votants, malheureusement 80% d'abstention. Donc c'est des électeurs qui sont souvent militants ou en tout cas qui regardent de près ces élections, qui sont très attentifs. Non, ce sont surtout des électeurs que l'on doit mobiliser, que l'on se doit de mobiliser par tous les moyens possibles. Il n'y a pas peu d'électeurs, il y a près de 130 000 électeurs potentiels sur cette circonscription. Mais effectivement, la participation est encore trop faible. Elle est encore trop faible et donc il faut continuer de mobiliser. Il y a encore le vote à l'urne le 5 juin. Et voilà, donc je demande effectivement à tous les électeurs de se mobiliser. Il y a encore le 5 juin. Alors, on va parler de votre programme et puis on va parler de votre vision de la relation entre le Maroc et la France en dernière partie d'interview. D'abord sur l'éducation. C'est une candidate de droite, Naïma Fadel, qui est passée ici même au Scan, qui propose la gratuité de l'éducation pour les Français de l'étranger. Elle nous dit que c'est une goutte d'eau dans le budget de l'éducation nationale, si je reprends ces mots. 2 milliards d'euros, on rappelle ce budget pour les établissements français de l'étranger chaque année, 50 milliards, 55 milliards d'euros le budget de l'éducation nationale en France. Pourquoi vous ne proposez pas cette mesure ? Et que proposez-vous en matière d'éducation du coup ? Écoutez, c'est bien de dire la gratuité pour les Français établis hors de France, mais il y a un moment, il va falloir aussi faire un constat. Effectivement, le constat, il y a déjà un président qui en avait fait une promesse de campagne électorale. Il a essayé de le faire pendant 5 ans. Il n'y est pas arrivé. Pour une raison simple, c'est que justement, si Naïma Fadel sort ce chiffre de 2 milliards, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort déjà. Déjà, dire de 2 milliards que c'est une goutte d'eau, il faut quand même l'assumer. Et ensuite, on était déjà à 1 milliard rien qu'en prenant le cycle de lycée. Oui. Si on démultiplie ça sur l'ensemble de la scolarité, on est plutôt aux alentours de 5 à 6 milliards. Vous dites 5 à 6 milliards. Reprenez. 3 années, sur l'ensemble 3 années, 3 années, c'est 1 milliard. 15 ans. Oui. Voilà. Faites le calcul. Moi, je ne suis pas économiste, je sais simplement faire des calculs très simples. Donc vous voulez faciliter en tout cas l'accès à l'éducation Par contre, ce qu'on a dans notre programme, parce que c'est un programme qu'on a construit encore une fois ensemble, c'est garantir que plus aucun enfant français à l'étranger ne soit exclu du réseau scolaire français pour des raisons juste financières. Et cela passe, à mon sens, par 2 mesures phares. L'une de dire il faut qu'il y ait une exonération et donc de la gratuité pour les populations les plus vulnérables. Et la vulnérabilité s'entend aussi bien au sens financier que quand on fait face à d'autres types de vulnérabilité.
vous savez, des familles qui ont à charge des personnes à besoins particuliers, les familles monoparentales, ce genre de vulnérabilité. Et ensuite, créer quelque part une sorte de bouclier pour l'ensemble des Français. Qu'est-ce que je veux dire par un bouclier? C'est-à-dire garantir aussi aux familles françaises, quand elles mettent leurs enfants dans le réseau scolaire français, que jamais elles n'auront à payer plus de 20% de leurs revenus. C'est-à-dire jamais elles n'auront à consacrer plus de 20% de leurs revenus à la scolarisation de leurs enfants. Karim Benchir, on va parler d'autres sujets. Vous proposez des droits nouveaux pour les Français de l'étranger. Quels droits nouveaux en particulier? Quels sont les plus importants selon vous? La question des droits nouveaux, pour moi, est une question aussi essentielle car elle permet d'inscrire les Français établis hors de France dans un lien pérenne avec la France. Moi, j'estime que c'est quelque chose véritablement d'important. Quand je dis inscrire les Français dans un lien pérenne, c'est-à-dire, par exemple, avoir une résidence en France qui puisse être considérée comme une résidence principale, parce qu'elle va incarner la pérennité du lien avec le territoire français. Quand je dis, ce sont par exemple, pour les familles les plus vulnérables, leur permettre à elles et à leurs enfants d'avoir accès à des billets à tarifs négociés, comme il en existe d'ailleurs pour les Français établis dans les départements d'outre-mer. C'est des mécanismes existants. Les élargir aux Français établis hors de France, afin qu'ils puissent avoir cette connexion avec le territoire national. Ou alors, les Français qui veulent rentrer définitivement, là, pouvoir aussi les accompagner. Donc, avoir par exemple une garantie de l'État sur le premier logement quand on s'installe en France, avoir une priorisation quand on veut aller s'inscrire à l'école ou à l'université. C'est ce type de droit nouveau qui, à mon sens, est important, car la République porte une ambition. La République, ce sont des grandes valeurs, mais à un moment, ces valeurs doivent aussi s'incarner pour les Français établis hors de France. Elles doivent s'incarner dans des droits. Et c'est comme cela qu'on construit aussi son attachement à la République et qu'on donne un sens à la République. Alors le lien des Français de l'étranger avec la France, c'est bien sûr l'école, c'est aussi le consulat, l'ambassade. Au niveau des services administratifs, que comptez-vous faire si vous êtes élu député pour les Français de l'étranger? Écoutez, il y a une grande priorité qui est d'arrêter le démantèlement des services publics de proximité. On l'a vu, on l'a vécu toutes ces dernières années. Sur ne serait-ce que les 2 derniers mandats, on a réduit de 30% les effectifs des services consulaires et des services finalement du ministère des Affaires étrangères. Vous proposez plus d'effectifs, hein, plus de moyens. Notamment. Plus d'effectifs parce qu'à un moment, le lien humain doit perdurer. C'est essentiel à mon sens. Quand un Français s'adresse à son consulat, il doit pouvoir être reçu. Quand un Français souhaite voir une personne et pas simplement écrire un mail, ça doit être possible. Donc voilà, il faut rétablir réellement le lien humain et redonner surtout aux consulats les moyens de remplir leur mission de service public. Vous savez, moi j'ai été consul général. J'ai vu de l'intérieur comment ça se passe. On a des agents éreintés et qui comprennent eux-mêmes, qui eux-mêmes finalement sont frustrés de ne pas pouvoir rendre ce service public, remplir leur mission de service public. Donc voilà, je pense que les Français qui sont établis hors de France ont le droit eux aussi à un service public de qualité. Cela passe par une hausse des moyens. Aujourd'hui, on dit toujours, vous savez que le réseau consulaire est la plus grande mairie de France. Ouais. On le dit toujours, c'est assez parlant parce que d'un point de vue de ce qu'il produit, il produit plusieurs centaines de milliers de titres d'identité, etc. par an. Moi, je veux bien prendre cette comparaison. Or, aujourd'hui, les agents qui sont consacrés, tout type d'agents confondus, à servir les Français de l'étranger, c'est à peu près 1850 personnes. La mairie de Toulouse, c'est 18 000 personnes. Donc, il y a de la marge. Voilà. 2 dernières questions sur la relation avec le Maroc, entre le Maroc et la France. On a un candidat qui propose, qui est aligné sur la souveraineté marocaine pleine et entière sur son Sahara. Quelle est votre position, vous, au sein de la NUPES, sur cette thématique? Moi, sur la thématique du Sahara, c'est une thématique que je connais très bien. Véritablement. C'est-à-dire que c'est un thème que j'ai porté ici en tant que diplomate. J'ai été diplomate à Rabat de 2008 à 2012. Et donc j'étais là, vous vous souvenez, au moment où la France a porté le plan d'autonomie marocain. Première nation à avoir soutenu le plan oui, d'autonomie et qui a continué, et a continué de façon incessante à soutenir finalement les positions du Maroc aux Nations Unies, qui est la seule instance légitime finalement pour traiter de cette question.
je sais l'importance de cette question finalement pour les Marocains, comme pour les Français du Maroc d'ailleurs. Les Français du Maroc aussi me posent souvent la question. Vous savez, la question du Sahara pour les Marocains, c'est assez... Finalement, on peut la comprendre aussi en tant que Français. Les Français ont eu par le passé la question de l'Alsace-Lorraine. C'est un peu l'Alsace-Lorraine finalement pour les Marocains. C'est une question d'intégrité territoriale, c'est une question nationale portée par la population. Donc oui, j'en sais l'importance. Moi, à mes yeux, il y a un plan d'autonomie qui est la seule finalement solution aujourd'hui sur la table de négociation, la seule solution crédible, sérieuse et réaliste. Donc ça, on le sait. Maintenant, la question se pose de comment faire avancer finalement la question du Sahara au niveau de la légalité internationale. C'est ça qui nous importe. Donc vous êtes toujours dans le cadre de l'ONU. Mais bien entendu, de c'est dans le cadre de l'ONU, c'est inscrire les avancées dans le cadre de la légalité internationale. Vous savez, moi, les déclarations sans lendemain, il faut être un petit peu sérieux. Je suis diplomate, c'est une question sérieuse et il faut l'aborder avec sérieux. Les déclarations sans lendemain, on a vu ce que ça a donné. Par exemple, on a vu le parti présidentiel annoncer l'ouverture de représentation dans le sud du Maroc, puis on a vu le porte-parole du gouvernement, et donc issu de ce parti présidentiel, finalement reculer. Je ne suis pas certain que c'est apporté quelque chose à la question du Sahara. Dernière question, la question des visas. En septembre dernier, le gouvernement sous Emmanuel Macron a donc décidé de diviser par 2 le nombre d'obtentions des visas pour les Marocains. Est-ce que vous plaiderez pour un retour à la normale si vous êtes député ? Ah, mais c'est même l'une des premières mesures que je défendrai. Effectivement, c'est le retrait en plus de ce que, quand même, on a eu un porte-parole de gouvernement qui a parlé de sanctions sur cette mesure, s'agissant de cette mesure. Depuis quand est-ce qu'on parle de sanctions à l'égard d'un pays partenaire ? Vous savez, moi en diplomatie, les sanctions, on en parle, je ne sais pas, à l'égard du Soudan, à l'égard de l'Iran. Aujourd'hui, on en parle à l'égard de la Russie. Donc oui, il y a des négociations qui doivent se faire certainement entre États sur la question migratoire et qui doivent continuer dans les cercles qui sont là à cet effet. Mais venir prendre en otage une population dans le cadre de négociations entre États et en plus venir mélanger deux thématiques, l'une qui est l'immigration et l'autre qui est la circulation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une circulation légitime et indispensable entre les pays de la 9e et la France, voire l'Europe. On rappelle que cette mesure, c'est en représailles au fait que le Maroc accorde peu de laissez-passer pour les reconductions aux frontières de Marocains clandestins en France. Oui, pour vous, c'était mais moi je vous rappelle, les deux problèmes ne se valaient pas. Les deux dossiers ne se valaient pas. C'est pas une question. Les deux dossiers ne doivent pas être mélangés. Et encore une fois, vous oubliez que derrière des demandes de visa, il y a des demandes de circulation légitimes. Je veux dire, il y a des personnes, oui, qui aujourd'hui, quand on a un élève, par exemple, qui rentre pendant 15 ans dans le système français, par exemple, et qui, arrivé au bac, se voit refuser son visa pour aller poursuivre ses études en France, est-ce que vous trouvez cela normal ? Donc mettre comme ça des parents dans l'incertitude, ils ont investi pendant 15 ans sur leur enfant, on l'ont inscrit dans un lien pérenne avec la France, et arrivé à mi-chemin, ils se voient refuser l'autorisation d'entrer en France pour poursuivre ses études. Pareil, nous avons les ascendants de Français. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit assumer ? On doit assumer que nous allons empêcher les Français d'exercer leur devoir de solidarité à l'égard de leurs ascendants. Voilà, il faut quand même un minimum de cohérence. À un moment, si on souhaite avoir une relation de confiance et continuer d'avoir une relation de confiance entre nos peuples, surtout, c'est la question, c'est entre nos peuples, il va falloir continuer de construire cette confiance, l'alimenter et certainement pas prendre ce genre de mesures. Merci, Karim Mathieu. Merci à vous, Landry Benoît.